Merci Jean-Louis. Pour tout vous dire, le livre sur la géographie du développement, je l'ai écrit avec M. Jean-Louis Chaléa. Le labo que j'ai dirigé, M. Chaléa avait été directeur. Mon AGR, M. Chaléa a été le directeur de mon AGR. Donc, nous sommes des amis de longue date, des compagnons de route, comme on disait dans un autre temps. Alors, pour terminer le cycle sur la Chine et le monde, je vous propose de ne pas discuter aujourd'hui de la Chine et du monde, et de ne pas parler de la Chine. On va plutôt parler des Chinois, et des Chinois à l'étranger. Et mon idée principale, enfin, oui, quand elle est principale, c'est d'être à d'autres, et qu'on peut être chinois sans la Chine. Bon, c'est compliqué aujourd'hui, mais au fond, on peut être chinois sans la Chine. Alors, ça pose d'ailleurs, ça crée tout de suite la tension qui est la vraie question. C'est comment la République populaire de Chine se donne pour la Chine, essaye de récupérer, d'avoir de l'influence, voire d'instrumentaliser une diaspora qui finalement a sa culture, n'a pas sa langue, et est indépendante d'elle depuis 100 ans, 200 ans, parfois jusqu'à 1000 ans. Alors, pour parler de la diaspora chinoise, plusieurs questions se posent, me semble-t-il. La première, c'est qu'est-ce qu'une diaspora déjà? Est-ce que les Chinois à l'étranger, dont on ne sait pas trop le nombre, entre 50 et 60 millions, font-ils diaspora? Ce n'est pas forcément évident. En quoi sont-ils des éléments d'influence? Et des influences de quoi? De la République populaire? Pas certain. De la culture chinoise? Très certainement. Je pense qu'on peut partir de deux constatations de départ. La première, c'est que la diaspora chinoise est ancienne et qu'il y a une intensification contemporaine de cette présence chinoise dans le monde. On a un premier temps, on va le voir, un premier temps qui va depuis la dynastie des Song jusqu'au 19e, une augmentation démographique très importante au 19e et 20e siècle, et puis l'intensification avec l'ouverture. Et puis il y a un deuxième point, me semble-t-il, qu'il faut souligner, et qui, alors on dirait maintenant impact, en disant qui ont un impact sur la diaspora chinoise, c'est bien évidemment l'émergence économique, politique et culturelle de la Chine. Or, comme mes maîtres ne m'ont pas appris à faire autre chose que des plans en 3 parties, j'ai fait 3 parties. De la notion de la diaspora aux communautés chinoises historiques. Deuxième point, les vagues contemporaines de migration. Et troisième point, le succès de l'État continental et les populations chinoises outre-mer, avec un exemple, l'exemple des Chinatowns. Premier point, donc de la notion de diaspora aux communautés chinoises historiques. Longtemps, on a défini les diasporas, on a pensé que les diasporas, c'était quand par le monde, un plus grand nombre de la population, une plus grande part d'un peuple est à l'étranger et en dehors du territoire d'origine. Pour les Chinois, ça ne marche pas, pour d'autres peuples, cela marche. La question, elle peut se transformer. Il faut aussi qu'une communauté à l'étranger fasse communauté et fasse nombre. C'est ça, une diaspora, en fait. Ce n'est pas un club d'expatriés à l'étranger. C'est des gens de couches sociales variées qui se retrouvent et qui déclinent une identité commune. Une diaspora, c'est un peuple qui, pour partie ou en totalité, a été dispersé dans un milieu qui est étranger, avec une distribution qui est polarisée, je dirais, dans les métropoles, les villes, les bourgs, les réseaux urbains, souvent, pas seulement, mais le plus souvent. Et des populations, des communautés qui vivent
les unes avec les autres par des flux, et une structure sociale et économique structurée en réseau. Malgré cette dispersion géographique et internationale d'une diaspora, le maintien d'un particularisme culturel fondé par des valeurs et une origine géographique commune soude la communauté, et ces populations connaissent souvent une ségrégation sociale et économique dans les pays d'accueil. Donc il y a le pays référent, le pays d'accueil, il y a des restrictions au titre de séjour, il y a parfois répression de ces populations, et une minorité qui doit se donner donc les moyens de se défendre. Maintien de cette identité surtout sur plusieurs générations, une intégration dans les pays d'accueil sans stricte assimilation culturelle ou religieuse. Les moteurs des migrations diasporiques sont de deux natures principales. La première, forcée, un traumatisme politique, la destruction du temple et la dispersion forcée du peuple juif au 1er siècle après Jésus-Christ. Ça peut être aussi la venue d'un pouvoir autoritaire ou d'un nouveau régime dans le pays des références qui expulse ou qui fait fuir une partie de ces populations, et par là même, la première raison de constitution d'une diaspora, c'est à mes yeux un traumatisme politique. Deuxième type de motivation, c'est une migration voulue par une communauté ou par des individus pour des raisons économiques. Par là même, nous avons donc deux types de diaspora, politique ou religieuse, et économique, souvent avec une diaspora qui est entrepreneuriale. La diaspora chinoise est très ancienne, culture, et correspond bien à tous les critères. Culturellement structurée en réseau, émigrée pour des raisons largement économiques, et en deuxième rang pour des raisons politiques. Il s'agit de fuir le régime communiste continental dans les années 50, ou les régimes Khmer Rouge au Cambodge en 1975, ou communistes vietnamiens également en 1975. C'est une communauté, la diaspora chinoise, qui est largement dominée par des élites entrepreneuriales. Alors, l'intérêt est de se poser la question d'où vient cette diaspora. En fait, elle vient d'une partie très circonscrite de la Chine. En quelques mots, je vous rappellerai que la Chine fait 9 600 000 km². Pékin, canton, c'est Oslo, la distance entre Oslo et Marseille. Shanghai et Urumqi, c'est la distance entre Paris et Kazan. La Chine, c'est l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, de la mer du Nord à la Méditerranée. C'est historiquement, politiquement, culturellement, la Chine veut voir son berceau dans le fleuve moyen du fleuve Jaune, et dans le premier millénaire après Jésus-Christ, nous avons des populations rares qui conquièrent progressivement ce que l'on appelle la Chine du Sud. Ce que nous appelons la Chine du Sud, ce que les Chinois n'appellent pas la Chine du Sud, puisque en fait, quand on dit à Pékin qu'on va au Qinanfang, à savoir je vais au sud, on va souvent, bien plus souvent à Shanghai qu'à Canton. Les dispositifs topographiques, je ne vais pas vous faire un peu de géographie, mais ça nous aide à comprendre la spécificité de la diaspora chinoise. La Chine du Nord et la Chine du Nord-Est sont d'immenses plaines de 300 000 et de 350 000 km². La Chine du Sud, ce sont des vallées, des plaines, des deltas assez étroits. Le plus grand delta, finalement, c'est le delta de la rivière des Terres, 48 000 km². Et donc, nous avons des populations qui sont très enfermées par les reliefs, très enfermées par les montagnes. Nous avons des populations qui sont des femmes qui sont venues au premier millénaire, notamment, et ils aiment à me dire,
sous la dynastie des Tang, 608-907, et également, nous avons des populations, des nationalités minoritaires, à savoir des populations non chinoises. Alors, nous pouvons avoir eu du métissage, les choses sont très compliquées, puisque ça fait quand même 2000 ans que ces peuples vivent ensemble, mais les populations Han, H-A-N, chinoises, elles se disent, nous on descend des Tang. C'est la grande période, la grande dynastie, la dynastie glorieuse de l'histoire de la Chine. Nous on vient souvent et on s'invente parfois un village dans la province du Henan, ici, en disant on a un ancêtre commun, c'est pour ça qu'on s'appelle tous du même nom. Donc il y a cette donnée-ci que la diaspora, en fait, est issue d'abord de gens qui sont venus au premier millénaire en Chine du Sud et qui vont être essentiellement concentrés dans deux provinces, la province du Guangdong et la province du Fujian, deux provinces littorales, et au niveau de plaine littorale, de delta, qui sont en fait des amphithéâtres fermés à la Chine et ouverts à la mer, en fait. Donc, nous sommes face à des peuples qui ne parlent pas le chinois de Chine du Nord, qui parlent leur dialecte propre, qui se distinguent des non-chinois, et qui sont le monde du contact avec la mer et avec l'étranger. Or, la Chine du Nord ignore le contact avec la mer, elle le craint. La preuve, elle a doublé au 7e siècle la mer par le grand canal qui va du delta du Yangtze à Pékin aujourd'hui. La Chine du Sud, les choses sont différentes. Nous sommes là, pour la Chine du Nord, pour l'administration chinoise, le littoral, c'est le lieu de la contrebande, le lieu des pirates japonais, le lieu du contact avec l'étranger, le lieu un peu louche, au fond, finalement. Je prendrai un exemple, puis je reviendrai à mon sujet. Au XVIe siècle, quand les Portugais arrivent et qu'ils veulent s'installer à Canton, on leur dit non, non, surtout pas avec nous, nous on n'a pas envie de vous fréquenter, vous allez dans les marécages, dans les marges du delta de la rivière des Perles, à l'extrémité, là où il y a la mer, et ils vont créer Macao. Donc nous sommes face à des peuples qui entrent en contact avec ce que l'on appelle les mers de Chine, Nanyang, l'océan du Sud et l'Asie du Sud-Est, très tôt, depuis notamment la dynastie des Song, 960-1279. Donc, nos deux provinces clés, c'est le Fujian et le Guangdong, et nous avons également Hainan. Voilà les foyers de départ de la diaspora chinoise historique. Alors, 4 foyers principaux qui vont faire 4 communautés chinoises différentes, distinctes, et notamment au niveau du dialecte. Les Cantonais, dialecte cantonais, lui, qui sont issus du delta de la rivière des Perles, de la région cantonaise. À Canton et à Hankou, on parle le cantonais standard, mais il y a une façon de parler le cantonais. Il y a également les Teochew, dialecte Chaozhou, le Chaozhou, qui est à l'est de la province du Guangdong. Nous avons également les Hakka, qui eux se disent les vrais râles de notre affaire d'ailleurs, et qui parlent le dialecte Quechua, issu du nord-est de la province du Guangdong. Et puis nous avons une 4e famille, c'est la 4 familles principales, les Hokkien, dialecte du Minnan, issus du sud et du nord-est de la province du Fujian. C'est eux qui, par exemple, ont colonisé Taïwan au XVIIe et XVIIIe siècle. Pour vous donner un exemple, ces populations vont se diriger vers l'Asie du Sud-Est, les migrations vont se renforcer, on va le voir au XIXe siècle. Vous pouvez avoir des Hokkien en Indonésie,
vous avez des Teochew à Singapour, avec Lee Kuan Yew, le Premier ministre de Singapour, qui lui était un Hakka, et à Kuala Lumpur, pas très loin, nous avons des Cantonais. Donc vous voyez, ces populations très différentes, elles éclatent également au niveau des implantations et des pays d'accueil. Ces migrations ont été réactivées avec la fin de l'esclavage dans les années 1830 au Royaume-Uni et en 1848 en France. Et ces migrations ont répondu aux besoins des colonies, notamment en Asie du Sud-Est, mais pas seulement, des colonies dans le monde entier, des besoins des colonies et des pays neufs, et pour répondre aux besoins de main-d'œuvre qui ne se trouvaient plus en raison de la fin de l'esclavage. Donc des plantations, EVA, canne à sucre, poivrier, tabac, thé, dans des activités extractives, minières, l'or en Afrique du Sud, le cuivre au Pérou, l'étain en Malaisie, ou pour des grands travaux, la grande voie ferrée de la Cordillère des Andes, les voies ferrées des États-Unis ou du Canada. Au total, nous aurions, dans cette période, au XIXe siècle, entre 1840 et 1880-90, 15 millions de migrants. Et sur ces 15 millions de migrants, 7 se sont installés en Malaisie et 2,5 millions y resteront définitivement. Ce qui fait que nous avons donc des pays États les Cantonais, les Teochew, les Hakka et les Hokkien. Ce qui fait que 80% de la diaspora chinoise historique est en Asie du Sud-Est, mais que l'on voit, elle est présente partout dans le monde, avec bien évidemment les migrations qui se sont surajoutées. Par là même, nous avons des cultures mixtes qui se sont mises en place au XIXe siècle, des cultures sino-malaises, sino-indonésiennes, sino-philippines, sino-thaï, et en cela, on peut bien être chinois sans avoir besoin de la Chine. Et puis, il y a aussi des migrations avec les matelots et les dockers des grandes métropoles occidentales. Le quartier chinois de Londres, Limehouse, qui a été détruit pendant la guerre de 40 par les Allemands, par les bombes allemandes. Et puis nous avons également, bien évidemment, les réactions à cette présence et à ces migrations chinoises qui sont des migrations pour partie forcée, avec des contrats truqués pour des populations qui partent dans des bateaux et qui, pour ceux qui y survivent, vont vivre le travail des esclaves, au fond, dans les plantations de sucre, dans les mines d'or ou dans les travaux de chemin de fer. Et nous avons apparaissent également les restrictions à ces migrations, avec par exemple le Chinese Exclusive Act aux USA en 1882, qui vaudra jusqu'en 1943 et qui réduit donc de beaucoup les migrations chinoises. Nous arrivons ici donc à des figures que nous connaissons, qui sont des stéréotypes d'une certaine manière, mais qui disent aussi des réalités. Alors, pour une fois, je ne vais pas bouger. La figure du commerçant, bien évidemment, ici les commerçants à Saigon, la figure du coulis, bien évidemment, le travailleur contractuel, il est plus forcé, et parfois il est même pleinement volontaire. Et puis aussi le stéréotype sur les Chinois, le périple jaune, le Chinois fourbe et cruel. Je ne vais pas vous indiquer les romans de Saxe-Romain et de Fu Manchu. Vous voyez, cela date déjà de 1881, quand même à San Francisco, où on voit déjà les clichés racistes à l'œuvre. Au total, vous me posez 1000 questions, je pense là-dessus. On peut être chinois sans la Chine. Et
dizaines de Chinois qui me l'ont dit, on n'a pas besoin d'être hongkongais ou taïwanais pour le dire. Un Chinois de Thaïlande ou un Chinois de Malaisie vous dira exactement la même chose. Moi, je ne parle pas la langue, je n'ai rien à voir avec ce pays. Par contre, je oppose même le système de ce pays. Pour autant, ce sont les réseaux diasporiques, avec notamment Sun Yat-sen, qui sont à l'origine de la chute de l'Empire Mandchou en Chine en 1911 et de la création de la République de Chine en 1912, et donc de la modernisation du régime chinois pour le XXe siècle. Alors, premier point, me semble-t-il, qu'il faut souligner pour le XXe siècle, c'est l'ambivalence de l'État chinois vis-à-vis de sa diaspora. Migrer, c'est ne pas respecter la piété filiale due aux ancêtres et à l'empereur. Et c'est condamné par la peine capitale jusqu'en 1893. Mais dans les faits, sous la République, ou au début de ce qu'on appelle la Nouvelle Chine, à savoir la Chine communiste dans les années 1950, les régimes feront appel aux Chinois d'outre-mer sous le drapeau du patriotisme. Ah oui, aimez le pays. Vous êtes des Chinois, vous êtes patriotes, vous allez venir travailler à construire la Nouvelle Chine. Vous avez eu aussi des Chinois patriotes dans la deuxième moitié des années 70 qui fuyaient les Khmers rouges ou les communistes vietnamiens et qui allaient construire la Chine, sauf que là, pour le coup, eux, on les a pas invités sur le continent, on les a mis à Hainan, dans des plantations, à travailler dur. Dans les années 1980, on va faire appel aux investissements des Chinois d'outre-mer, aux délocalisations, au retour des savoir-faire. En fait, dans l'État d'arrière des Perles, dès les années 1980, n'importe quel cours, toute autorité publique avait sa commission des relations avec les Chinois d'outre-mer. Et aujourd'hui, n'importe quelle université chinoise a son centre de recherche ouvert à ceux qui reviennent au pays. Alors ça peut être à la fois des Chinois d'outre-mer, mais ça peut être aussi des étudiants continentaux qui ont fait leurs études à l'étranger et qui reviennent. Monsieur Troyer, avec lequel j'ai fait le livre sur la Chine et les Chinois dans le monde en 2010, soulignait clairement que l'ouverture, notamment au début, dans les années 80, l'ouverture de la Chine est une ouverture sino-chinoise, une ouverture sur sa diaspora, parce qu'elle avait les moyens, en fait, finalement. Pendant longtemps, des années 50 aux début des années 2000 peut-être, oui, début des années 2000, nous avons une rivalité entre Pékin et Taipei. Pékin entre la République populaire de Chine et la République de Chine. Et nous avons des clivages très forts au sein des populations chinoises outre-mer entre ceux qui sont pro-continentaux et ceux qui sont pro-taïwanais. Aujourd'hui, Pékin, par sa réussite économique, sa réussite géopolitique, tend de plus en plus à se présenter unilatéralement comme garant des Chinois à l'étranger, reprenant par là même les habitudes du paternalisme de l'État impérial. Pour lui, il y a trois types officiels de Chinois pour Pékin. Les continentaux, qui sont les citoyens continentaux de la République populaire de Chine, les compatriotes, Tongbao. Tongbao, ça veut dire de même ventre. Les Chinois de Hong Kong, Macao et Taïwan, et les Chinois d'outre-mer, ou les Chinois outre-mer, les Chinois qui sont à l'étranger et qui ont une nationalité autre que chinoise. Je pense qu'il faut souligner aussi dans le lien entre une partie de la diaspora chinoise et le pays de référence, qui est aujourd'hui la République populaire de Chine, une plaque tournante de l'ouverture et des investissements qui a été Hong Kong, en fait, et qui a eu le monopole de l'ouverture de la Chine jusqu'au milieu des années 1990. Enfin, se rajoute à ces communautés chinoises à l'étranger historiques, se surajoutent de nouvelles vagues de migration.
depuis les années 1980. Alors les provinces historiques d'émigration, le Guangdong, le Fujian et le Henan, retrouvent leur vocation première. Et puis nous avons également les Wenzhou, de la province du Zhejiang, ou également, j'ai mis les Wenzhou, mais on aurait pu dire également les Qingtian, deux lieux différents de la province du Zhejiang. Alors les Wenzhou, ça a été, avant la guerre de 40, ce qui est devenu l'îlot Chalon, près de la gare de Lyon. Ça a été, dans les années 90, le boulevard Voltaire, entre Saint-Ambroise et Voltaire, ou la place Mondou, métro Voltaire. Ça a été la rue Popincourt ou la rue Sedaine. Les Wenzhou, c'est également Belleville, en fait, quand le 13e a reçu, dans les années 1970, des populations qui venaient, elles, d'Indochine. Et les Wenzhou, c'est surtout des gens, des commerçants, pour le coup, migration entrepreneuriale, de vêtements, des commerces de gros ou Voltaire qui ont d'ailleurs totalement disparu aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ils sont à Aubervilliers. Les Dongbaïlen, les gens du nord-est, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, eux, c'est une migration plus douloureuse, me semble-t-il, souvent de manière illégale, via la Russie, en fait, par des filières. Ce sont des populations qui, elles, ont migré par la fin des entreprises d'État dans le nord-est chinois, qui avait été le fer de lance de la construction du communisme dans les années 50, 60 et 70. Les Dongbaïlen, les gens du nord-est, vous les trouverez par exemple à Bagnolet. Et parmi les Dongbaïlen, les gens les plus célèbres, malheureusement, c'est ce que l'on appelle les marcheuses, à savoir des femmes d'une quarantaine d'années qui travaillent à la sortie du métro Belleville ou au boulevard des Maréchaux et qui se prostituent. Souvent, ce sont des femmes qui ont eu une éducation, qui ont été chefs de service, qui ont divorcé, qui ont laissé leur enfant à leur grand-mère ou à leurs parents et qui sont venus gagner de l'argent, qui ont été exploités par les Wenzhou. Parce qu'on est dans des hiérarchies aussi. Hein. Les strates représentent aussi les Wenzhou, les continentaux, ils ont été exploités dans les années 80. C'est toi qui vas faire la plonge dans les restaurants des Chinois d'outre-mer. Hein. Bon. Et ces femmes, elles ont voulu leur indépendance et elles, aujourd'hui, se prostituent à Belleville ou au boulevard des Maréchaux. Et puis vous avez d'autres migrations à l'échelle de la planète qui sont des ouvriers migrants, des gars de 20 ans qui n'ont pas de boulot dans le Sichuan à fin fond de la Chine, qui ne vont plus à Shanghai, à Canton trouver du boulot, mais qui trouvent du boulot à Dakar, à Abidjan ou au Tchad. Et puis enfin, vous avez une autre vague de migration qui n'est pas destinée à être définitive, mais qui parfois l'est également, pourtant, bien sûr, mais en faible nombre très certainement, les étudiants chinois, bien sûr, qui là viennent de toutes parts de Chine. Par là même, ce que l'on peut constater, c'est une continentalisation de la diaspora chinoise. Aujourd'hui, plus de la moitié de la diaspora chinoise a un passeport de la République populaire de Chine. Les Wenzhou et Qingtian ici, la province du Zhejiang, Shanghai est ici, et ceux venant du nord-est qui vont aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Asie du Sud-Est et en Europe, comme je viens de le souligner. Troisième partie. Ça va, je tiens le temps. Mais c'est le succès de l'État continental et des populations chinoises outre-mer, volontairement,
pas chinoise d'outre-mer, mais outre-mer, et l'exemple des Chinatowns. Alors, émergence de la puissance chinoise sur les plans économiques, politiques et culturels, je vous l'ai dit déjà 3 fois, victoire dans sa rivalité, victoire de Pékin dans sa rivalité avec Taïwan, c'est une évidence, ce qui n'était pas du tout évident dans les années 80. Hein. On nous disait Taïwan, c'est le pays qui a les plus grandes réserves d'or du monde. Hein. Revalorisation de l'identité chinoise par le retour au centre du monde chinois du pays de référence. Par là même, ça perturbe. Je suis chinois, je n'ai pas besoin de Pékin, je n'ai pas besoin du continent, je ne connais rien, c'est un pays sale, c'est un pays qui ne m'intéresse pas, mais c'est mon arrière-grand-père ou arrière-arrière-arrière-grand-père qui l'a quitté, il parle une langue que je ne connais pas, pourquoi est-ce que je m'y intéresserais? Je n'ai pas besoin pour cela, pour être chinois, de bien. Sauf que, bien évidemment, les Chinois d'outre-mer sont rattrapés par les produits chinois, comme nous-mêmes, hein, d'ailleurs. Les quartiers où vous avez une assez forte implantation de population d'origine chinoise, vous avez des services de Chine continentale qui se mettent en place, la Banque de Chine, Tazitali par exemple. Vous avez également la multiplication des médias chinois. J'avais regardé que dans un bouquet Orange, Orange, la marque, vous pouviez avoir un bouquet avec les informations et la télévision chinoise en mandarin, mais vous pouviez aussi l'avoir en cantonais et peut-être dans d'autres dialectes. Par là même, moi, je suis chinois. Bon, je ne comprends pas le mandarin. J'envoie ma fille à l'INAPO pour apprendre le mandarin parce que ma fille, tes origines, c'est ton avenir. Sacré cadeau. Mais je suis de langue cantonaise, je vais écouter les Chinois parler de l'actualité chinoise, pourquoi pas. Et d'une certaine manière, ça branche, je ne dirais pas ça rebranche, mais ça branche la diaspora chinoise sur une actualité continentale. Et également, pour partie, sur le propagande. Le mandarin, le cantonais est la langue de la diaspora chinoise, il tend à être concurrencé aujourd'hui par le mandarin. Et puis finalement, je suis né à Tolbiac, je suis d'origine chinoise, je suis étudiant. Mon prof à l'INALCO, il est du continent. Alors il me dit, toi, tu n'as pas le droit d'être dissipé parce que tu n'es pas française, soit tu es chinoise. Mais si, moi je suis française. Mais le pire, c'est que mes petits copains, ils me disent, ah, t'as bien de la chance, la Chine, c'est super. Ben, moi, j'ai rien à voir avec la Chine. Je suis né à Tokyo. Mon grand-père, il est né à Phnom Penh. Par là même, d'une certaine manière, redécouverte d'une identité chinoise, vous avez des populations qui ne savaient plus qu'elles étaient chinoises en Indonésie, qui réapprennent qu'elles sont chinoises. Vous avez ce même mouvement à La Réunion, avec des lois donc renouées, avec les lieux d'origine, et puis avec le tourisme que l'on fait en Chine, les occasions que l'on va avoir pour le travail, par le fait que l'on est finalement chinois, et l'apprentissage du mandarin. Une réappropriation donc continentale des communautés chinoises d'outre-mer, qui est très sensible, me semble-t-il, depuis une vingtaine d'années. Dernier élément de mon exposé, quartier chinois et Chinatowns. Nous avons eu de longues discussions avec Mme Blanche Aléard sur cette question. J'ai réussi à l'emporter, mais ça a été difficile. Sur l'idée que ce n'est pas la même chose. Et j'ai la preuve. Un quartier chinois, on va dire, c'est un quartier où il y a des Chinois. Je ne vous dis même pas où il y a une majorité de Chinois. Il y a des Chinois. Un Chinatown, c'est une création, une invention urbanistique qui fait référence à la Chine et à la Chine continentale et à la Chine du Nord. C'est un discours urbain et politique. Ça n'a rien à voir avec un quartier chinois.
Alors, je vous ai apporté, j'ai dû appuyer sur trop vite, je vous ai apporté des photos du quartier chinois de San Francisco avant le tremblement de terre, autour de 1900. Je vous passe simplement les photos. On voit assez bien, je crois. Et puis je vais les commenter a posteriori. Là, c'est très intéressant. La photo de droite, c'est celle probablement la plus significative. Nous ne sommes pas dans un Chinatown. Le bâti urbain n'a pas la gueule d'une ville chinoise. Par contre, les populations chinoises, elles sont habillées comme chez elles, dans leur village d'origine. Aussi, et puis bien évidemment, quand c'est la fête, on met quelques lanternes, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Et puis, tout est détruit en 1906 par le séisme à San Francisco. Donc en fait, le quartier chinois, souvent, est une enclave ethnique qui est le lieu d'accueil migratoire et de protection, le lieu d'entraide pour le travail, le logement, les services divers, le lieu où on retrouve son réseau dialectal. Alors, on n'est pas du même village, mais on parle la même langue, on est de la même province ou du même lieu. Le lieu d'identité aussi, le lieu où on mange, comme à la maison, je dirais, ou comme d'où l'on vient, où l'on retrouve ses cultes et sa sociabilité. Mais aussi, ce sont des quartiers singularisés par le fait que la population se singularise par ses vêtements, ses coiffures, vêtements, activités, pratiques spatiales de la géographe, et non pas du tout par le paysage urbain. Il n'y a pas d'invention urbanistique à ce niveau-là. Nous n'avons pas de Little China, de Chinatown, nous avons tout simplement des lieux de marginalité sociale dans la ville occidentale où on laisse se concentrer des populations immigrées et pauvres. Nous sommes à l'origine de la notion de bas-fond. Après le séisme de 1906, des hommes d'affaires chinois inventent la notion de Chinatown. Ils estiment qu'on leur a créé par la même un quartier qui va avoir les allures d'une ville chinoise, l'architecture d'une ville chinoise, le mobilier urbain d'une ville chinoise, les portiques d'une ville chinoise, et par la même attirer les étrangers parce que ce sera exotique, ce sera folklorique, ce sera un dépaysement, et par la même, on offrira une restauration également exotique, et par la même, ça va promouvoir le tourisme et le changement social. Monsieur Chalard, vous l'avez dit tout à l'heure. Et voilà, là pour le coup, San Francisco, ils ont un Chinatown, bien sûr. Alors je passe un peu plus vite parce que je ne voudrais pas, parce que j'ai des choses plus importantes à dire à la fin, me semble-t-il. Parce que mon plan est convaincant quand même. Le Chinatown est un quartier perçu comme exotique, paysager et touristique. Dans ses alimentations, sa restauration et ses services, la médecine, mais aussi dans ses clichés. Les activités illicites, les jeux, la prostitution, la drogue, les crimes. Alors, je passe simplement sur les triades implantées, les sociétés secrètes, bien évidemment, mais beaucoup de choses pourraient être dites. J'attends vos questions. Et puis, bien évidemment, le Chinatown, c'est le lieu aussi de l'imaginaire colonial et raciste, littéraire, cinématographique. C'est Sherlock par Lucien Godard, c'est Lighthouse de Londres, vu par Sax Rohmer dans Fu Manchu, ou bien c'est un film de 1985, L'année du dragon, qui était tellement stéréotypé que la communauté chinoise a exigé qu'il mette un texte avant son film, au début de son film, pour dire qu'il n'insultait personne. Les quelques Chinatown dans Londres, Washington, Nagasaki, Manille, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, c'est intéressant. Kuala Lumpur, c'est une ville chinoise.
Alors, quand on est en Malaisie, c'est un peu gênant d'avoir une ville chinoise qui est en plus la capitale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit quartier, une rue, Petaling Street, et on met décidément, je suis fâché avec le mot c'est pas un toit, c'est une canopée par-dessus la rue. On met des commerces chinois. Les Chinois n'y habitent plus, c'est plus du tout fréquenté par les Chinois, mais on a fait une rue chinoise, on a fait un Chinatown dans une ville qui hier était chinoise. Ce qui est une façon de dire que le reste de la ville n'est pas chinoise. En fait. Donc on est bel et bien dans du politique. La Havane, Londres, c'est le plus bel exemple, c'est un Chinatown qui a été construit dans les années 1980, une association entre les commerçants chinois et la municipalité de Londres. Il n'y a aucun Chinois qui y habite. Il y a quelques restaurants très bons d'ailleurs qui constituent le Chinatown de Londres. C'est une invention urbaine, occidentale, au service bien sûr du commerçant chinois, et qui peut être aussi une centralité pour les Chinois pour s'inviter entre eux, puisqu'il y a des restaurants de bonne qualité. Donc, voilà. Et le portique, à gauche, décline le fait que l'on entre dans un Chinatown. Alors, les Chinatown ont eu plusieurs noms en chinois. Au début, on les appelait Tanglenjie, à savoir les rues des hommes des temples. Tiens, curieux, les Chinois des hommes de la Chine du Sud, qui se rappellent qu'ils sont originaires des temples. Et oui, parce que c'est des Cantonais, c'est des Hokkien, c'est des Hakka, c'est des Chaozhou, des Teochew, pardon. Chaozhou aussi, c'est le versant mandarin, mais c'est pas des hommes du Nord. Hein. Alors après, on a appelé les Chinatown les quartiers des Chinois, très neutres, on a rajouté. Et puis de plus en plus aujourd'hui, c'est Zhongguocheng, à savoir la ville chinoise, la ville de la Chine, qui décline la Chine et qui se donne comme une ville pour l'autre. Les éléments du Chinatown, c'est le minéral, la pierre, c'est les couleurs, le rouge, les motifs décoratifs, les idéogrammes, les lanternes, les portiques, les toits, les figures animalières, le lion, en gros, rien à voir avec la diaspora chinoise. C'est pas la Chine du Sud qu'on décline dans les Chinatown. On décline en fait la Chine du Nord et on décline la cité interdite. On a construit une identité qui est l'identité d'une nouvelle centralité chinoise, une nouvelle centralité du monde chinois. Et, je vous l'ai déjà dit, l'extension du mandarin au détriment du cantonais comme langue commune. Par là même, la déclinaison d'un nouveau monde chinois qui, à travers notamment les Chinatown, quelle est la ville qui n'a pas son Chinatown? Moi, la première fois que j'étais à Amsterdam, je sors de la gare, je vais tout de suite au Chinatown parce que je suis sûr que je vais bien manger parce que c'est universel, la bouffe chinoise. C'est normé par la Chine du Nord et c'est un lieu d'influence, alors j'aime pas trop ce mot parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire, du soft power chinois. Moi je pense que le power c'est jamais soft, mais on va dire qu'on va parler prétentieux. Le Chinatown c'est aussi en retour un élément indispensable de la vie globale. Je suis d'une ville internationale, donc j'ai mon Chinatown. C'est la suggestion d'une ville inscrite dans des réseaux internationaux. C'est une ville qui a des communautés différentes et qui a des minimums de pauvreté. En fait. Se pose donc la question du mobilier urbain. Est-ce que je vais autoriser la construction d'un Chinatown avec des lanternes, des espaces de loisirs, avec des tables pour jouer au mahjong, ou est-ce que
l'anti-communautarisme et le bon sens de la République m'interdit cela. L'opposition est très claire entre New York et Paris, par exemple. Enfin. Nous arrivons à Paris. Temple Frère, 13e arrondissement. Ce n'est pas un Chinatown. C'est un quartier chinois. D'abord, en plus, ce n'est pas à majorité une population chinoise ou d'origine chinoise qui est ni même asiatique. Voilà. Je vous le rappelle, c'est l'opération des Olympiades, des tours qui étaient destinés à du CSP+, comme on dirait maintenant, parisien. Le CSP+ parisien préfère ne pas habiter dans une tour, du moins à cette époque. On se retrouve avec des tours vides, chouette. Jacques Chirac accueille 120 000 Chinois qui fuient la péninsule indo-chinoise et ses horreurs, et on les implante aux Olympiades. Les toits ondulés des commerces de la dalle des Olympiades et de l'origine de l'architecte des tours. Ça n'a rien à voir avec l'Asie, mais être dans la confusion. Un travail fondateur, fin des années 1970, le travail de Michel Guillon et d'une de ses collègues, qui ont identifié un quartier chinois, le triangle de Choisy, avenue d'Ivry, avenue de Choisy, boulevard Masséna. Bien. Alors, y a-t-il une ou des communautés? On peut dire tout de suite qu'il y a des communautés. La guerre du Canarake, dans les années 2000-2010, c'est une invention journalistique, hein, c'est pas très académique, hein, je l'accorde, a opposé notamment deux communautés. Comme quoi, hein, la rivalité de Pékin-Taïwan, ça joue encore au communisme monde libre. Encore dans les années 2000, hein, entre l'ARFOI, l'Association des résidents en France d'origine chinoise, créée en 1982, soutenue par Temple Frère, qui sont des Chinois originaires du Laos, et le CICOP, le Conseil pour l'intégration de la communauté d'origine chinoise, créé en 2004 seulement, soutenu par Paristor, les deux ennemis, donc Temple Frère de Paristor. Paristor, c'est la famille Trim, originaire du Cambodge, et globalement, c'est une association pro-continentale.